Rebonjour à tous, on continue cette première journée des rencontres du développement durable co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy et Montpellier Business School sur le thème de la transformation du capitalisme. Et on va parler maintenant de la façon dont les entreprises peuvent et surtout doivent se bouger avec Jean-Marc Borrello. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Tu es président du directoire du groupe SOS. Un des leaders européens, si ce n'est le leader européen de l'économie sociale et solidaire à l'échelle européenne, avec plus d'1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans ce domaine-là. Et en plus de cette casquette de patron de l'ESS, si j'ose dire, 3 livres à ton actif que j'ai relevés pour échanger aujourd'hui sur ce sujet-là. Un plaidoyer pour un capitalisme d'intérêt général, ce qui est quand même le thème du jour. Un manifeste pour un monde solidaire, qui est l'esprit général de l'événement des rencontres du développement durable. Et l'année dernière, un livre qui s'appelle « L'entreprise changera le monde ». Et je crois que c'est ce qui va facilement faire le lien avec nous. Tous nos auditeurs, vous pouvez poser vos questions sur la page du live les-rdd.fr live de notre événement, évidemment. Et je me chargerai de les transmettre à Jean-Marc Borrello. Jean-Marc, une première question. En tant que patron de ce leader de l'économie sociale et solidaire, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce modèle-là, qui est un modèle entrepreneurial très particulier, le SS, peut inspirer une transformation plus large du capitalisme ? La particularité du modèle du groupe SOS, qui n'est pas un modèle mais un modèle parmi tant d'autres, c'est de ne pas avoir de propriété privée du capital. Donc pour aller vite, c'est un modèle non lucratif. Tout est détenu par des associations, y compris les entreprises commerciales qui participent de l'action du groupe. Donc c'est un modèle dans lequel personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. C'est une organisation statutaire de l'ESS, puisque composée dans son sommet d'associations qui font que de la richesse créée et soit réinvestie, soit permet de développer des innovations sociales, mais en aucun cas n'est distribuée à qui que ce soit, puisque nous sommes donc tous salariés avec un dispositif qui nous permet à la fois de grandir, puisque cette maison que nous avons créée il y a 35 ans aujourd'hui grandit et continue à faire 10% de croissance quasiment tous les ans, et voire un peu plus certaines années. Nous avons également décidé d'encadrer les salaires, ils vont de 1 à 15, donc c'est le maximum de différence de salaire. Et donc un dispositif qui est assez différent des grandes entreprises que l'on connaît. Et un objectif, j'entends pas mal dans ton propos, de réinvestissement, de cohésion sociale aussi à l'intérieur du groupe. Votre activité, en plus, en propre, le nécessite. J'ai l'impression que c'est assez aligné avec ce qu'on porte ici, au cœur, si j'ose dire, pendant cette Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. 2 tiers des Français plébiscitent le fait qu'on emploie ce cadre universel, les ODD, pour penser la relance. Est-ce que de là où tu te trouves, à la tête d'un groupe pionnier dans l'ESS, 35 ans tu disais, est-ce que les ODD peuvent nous aider à faire cette transformation du capitalisme ? Les ODD, c'est la concrétisation de ce que nous essayons de faire depuis 35 ans sur l'ensemble de nos sujets. Alors évidemment, il y a un secteur transition écologique au sein du groupe SOS qui est extrêmement important et qui se développe très rapidement. Mais sur l'ensemble de nos sujets, les hôpitaux, les maisons de retraite, l'enfance, l'insertion par l'activité économique, l'activité internationale avec des associations comme Planète Urgence et quelques autres, Santé Sud et autres, sont toutes des entreprises qui ont un objectif de développement durable. C'est quasiment la raison d'être du groupe, mais la raison d'être depuis 35 ans. Cette raison d'être, j'ai souvent entendu qu'elle était liée aussi à prévenir l'exclusion. Et aujourd'hui, on a des chiffres très, très forts sur ce sujet. Un de nos partenaires qui s'appelle Focus 2030 a produit un sondage qui montre que 56% des Français ont peur qu'à cause de la crise du Covid, ils tombent dans la pauvreté. Donc j'ai envie de t'interroger sur cette crise sanitaire qui se développe en crise socio-économique. Est-ce que les réformes récentes auxquelles, puisque tu es aussi engagé politiquement, tu as pu participer, vont suffire à réaliser cette transformation du capitalisme, à aussi réduire les inégalités ? Qu'est-ce que tu en attends ? Les réformes, elles rendent les choses possibles. Elles ont protégé dans un premier temps. Ensuite, elles doivent protéger sur le plan sanitaire. Et le groupe SOS était évidemment en première ligne, puisque nous avons ouvert plusieurs centaines de lits Covid dans nos hôpitaux, que malheureusement
Nous avons eu à gérer le Covid, on a plus d'une centaine d'établissements pour personnes âgées, mais il y a eu aussi des cas de Covid dans les structures pour mineurs, dans les structures pour personnes handicapées, etc. Donc le premier sujet, c'était faire face à la crise sanitaire. Et objectivement, le pire qui aurait pu être de devoir choisir entre les patients en réanimation n'est jamais arrivé, y compris dans les régions les plus difficiles, puisque le groupe SOS Santé est très implanté dans l'est de la France, donc la région qui a été très touchée, en Île-de-France et en Bourgogne. Donc, premier sujet, c'est que nous n'avons pas eu à choisir entre des patients à réanimer, ce qui était un premier exploit. Le deuxième sujet, c'est évidemment la relance, c'est-à-dire comment fait-on pour accueillir les 800 000 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait pour des entreprises qui se retrouvent en difficulté? Donc je pense que le chômage partiel, qui nous a quasiment pas concernés du fait de nos activités, a permis quand même de sauver 11 millions de salariés qui ont pu percevoir leur salaire au lieu de se faire licencier, ce qui est un premier sujet. Ensuite, la relance économique aujourd'hui et demain, c'est comment vivre avec ce virus qui va continuer à être présent parmi nous pendant un certain temps. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, on a décidé d'une part d'accueillir plus de 1000 personnes en stage, apprentissage, etc. Donc des jeunes qui sortent de leur formation pour éviter qu'ils ne se retrouvent en situation de chômage. Mais on a décidé aussi de rajouter 3500 emplois sur nos structures d'insertion pour des gens très éloignés de l'emploi qui pouvaient se retrouver là aussi en situation compliquée. On vient de lancer la création de 100 épiceries solidaires, parce que la précarité alimentaire, pour un certain nombre de gens et pour une partie de la population, y compris étudiante, ça existe. Donc notre association alimente 380 épiceries solidaires et a continué à les alimenter pendant la crise. On va en créer 100 de plus. Et je pense que l'État seul ne fera rien. C'est une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Clairement. Je te demandais, là, on égrène des exemples de ce qu'un pionnier aussi puissant que votre groupe peut faire, mais votre avant-garde, d'une certaine manière, a aussi inspiré des réformes de structure, la loi Pacte, qui a donné la possibilité aux entreprises de se doter d'une raison d'être, de développer des entreprises à mission. Là, c'est ça qui m'intéresse dans la transformation du capitalisme. Quelles sont les prochaines étapes? Puisque vous avez été pionnier, essayons de garder l'avant-garde. Quelles sont les prochaines étapes pour continuer cette transformation, selon vous? Moi, il y a 10 ans, j'ai créé le mouvement des entrepreneurs sociaux avec quelques camarades que j'ai présidé, qui a d'abord inspiré la loi Hamon. Et donc, j'ai travaillé avec Benoît Hamon sur cette loi concernant l'ESS. Et à l'époque, nous avions poussé pour qu'on sorte des entreprises statutaires, considérant que les statuts ne faisaient pas tout à fait la vertu et qu'après tout, des entreprises commerciales avaient des pratiques tout à fait éthiques que des entreprises sociales n'avaient pas. Enfin, j'ai connu dans une vie précédente des associations de malfaiteurs, des coopératives qui vendaient du cheval pour de la viande, pour des vaches, etc. Donc il y a eu des sujets sur les statuts. Aujourd'hui, la deuxième étape était effectivement la loi Pacte, à laquelle l'actuel secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire a largement participé, qui permettait de dire aux entreprises dites classiques de faire un pas vers notre univers en ayant une raison d'être, en se déclarant entreprise à mission. Moi, je n'ai jamais cru une seconde qu'il y avait deux types d'économie. Je crois qu'il n'y a qu'une économie. Et j'ai toujours considéré qu'il fallait qu'un patron prenne en compte la totalité des impacts de l'entreprise. Un patron, comme d'ailleurs l'ensemble des salariés. Tu parles d'impact. J'ai une question qui vient d'arriver de Marion, et on a beaucoup parlé de façon assez théorique jusqu'à présent, et je sais que vous êtes implanté dans tout le territoire français. Tu parlais tout à l'heure du Grand Est, de la Bourgogne, de l'Île-de-France. Regardons les choses de façon encore un peu plus concrète sur le territoire. Ce sondage dont je parlais tout à l'heure, 45% des Français veulent que les collectivités territoriales soient renforcées pour être en première ligne face au Covid. Vous, en tant que groupe qui est déployé sur tout le territoire national, comment est-ce que vous avez appris à vous réenraciner d'une certaine manière pour concrétiser cette promesse de solidarité et pour aussi participer à la revitalisation de certaines zones qui, on le sait, avec le Covid, ont été encore plus sinistrées que d'autres? Je crois que la leçon a été que les établissements, quels qu'ils soient, qui étaient clairement enracinés, ont mieux résisté à la crise.
Très simplement, les hôpitaux qui avaient de très bonnes relations avec les collectivités territoriales ont pu, ici ou là, bénéficier d'un coup de main de la mairie. On a eu des départements qui se sont mobilisés sur la protection sociale. Donc je pense qu'il n'y a pas, c'est pas blanc ou noir. Il fallait absolument, et les ARS ont joué le jeu, qu'il y ait des consignes nationales sur les gestes de prévention, sur l'évolution de la maladie. Et comme tout le monde, j'ai suivi pendant quelque temps le directeur général de la santé religieusement à 19h pour connaître l'état de l'épidémie. Et il fallait que localement, il y ait une forte implantation. Nous avons 400 salariés à Mayotte, 500 en Guyane, 400 à La Réunion, et nous sommes aussi très largement enracinés dans ces territoires. Le développement territorial, plus largement, est un sujet majeur, et nous l'avons symbolisé par la création d'un projet qui s'appelle 1000 cafés, où nous sommes en train de réouvrir des cafés, épiceries, boulangeries, multiservices, dans des petits villages où il n'y en avait plus. Et donc on a fait un appel d'offres à tous les maires de villes de moins de 3500 habitants. On a eu plus de 1000 candidats qui se sont positionnés et plus de 2500 personnes qui ont souhaité repartir, travailler dans leur région d'origine ou trouver un job sur place pour éviter de se délocaliser. Et à partir de la construction de ces cafés, l'idée c'est de faire le point sur tout ce qui est utile au développement de ces villages. Ici, il y aura une voiture électrique qui sera gérée par le bistrot et qui facilitera la mobilité pour les habitants du village. Ailleurs, il y aura des dispositifs qui permettront d'accéder à la culture. Si tout va bien, on va pas tarder à inaugurer une première piste cyclable entre deux cafés dans le nord. Donc 2 cafés qui sont dans des petites villes du nord vont être reliés à l'initiative des élus locaux par une piste cyclable. Donc bientôt, on pourra faire le tour des 1000 cafés, le tour de France des 1000 cafés en vélo, ce qui me paraît pas mal comme idée. Bon, on sait comment on va organiser les RDD 2021. Merci beaucoup Jean-Marc Borrello. Une pensée très ancrée dans la réalité, dans le territoire, avec cette logique d'écosystème dont tu parlais. C'est vraiment la logique des territoires qu'on avait souhaité mettre en œuvre avec ces RDD, qu'on est obligé de faire en live à cause des raisons sanitaires, comme je le disais tout à l'heure. 1000 cafés que tu nous annonces, 1000 idées que j'espère qu'on pourra partager avec chacun de ceux qui nous écoutent, qui réagissent, qui posent leurs questions via les réseaux sociaux et via le site des Rencontres du Développement Durable. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Jean-Marc Borrello. Merci à toi et merci à l'organisation de cette invitation. Je partage avec nos 50 partenaires et ceux qui nous écoutent tout de suite. On va passer du timing du nord de la France au timing du Bangladesh et du Mexique, puisque nous allons recevoir très rapidement Mohamed Younous et Gabriela Ramos.